Après des années de tension, pourquoi Téné Birahima Ouattara tend-il aujourd'hui la main au pays de l'AES? Stratégie politique, intérêt sécuritaire ou véritable réconciliation? Les révélations dans cette vidéo. Il y a des éléments par contre qui ont été envoyés, hein, parce que la grosse en fait qui donnait en fait un avis exécutoire après la décision, c'était une juge, d'accord, c'était une femme, je me rappelle pas de son nom, lors des en fait quand on avait en fait le verdict qui était en fait rédigé, c'était la présidente en fait de cette séance-là, était en fait une femme, mais il y a des noms qui ont été mentionnés dans le communiqué du procureur. On parle d'une. Qui vient de tomber là à Oui, l'instant, je crois, là, avant qu'on fasse. Proba Valérie, le maire, Balé Toussaint Narcisse, le maire de Koumassi, a été entendu. Et pour la société, il s'agit de M. Kindo Moumouni, de la société SEKF, en ce qui concerne en fait les tracteurs. Donc, il y a 3 individus. Le district autonome d'Abidjan a été entendu selon le communiqué du procureur. La mairie de Koumassi, c'est le maire, M. Balé Toussaint Narcisse, qui a été lui entendu. Et pour la société concernant les Caterpillar, c'est M. Kindo Mouni de la société SEKF. C'est intéressant par rapport à ce que le président Jean-Paul dit. On voit en fait qu'il y a 3, d'accord, je dirais 3 personnes, 3 entités qui ont été entendues, selon M. le procureur. Le district autonome d'Abidjan. La première personne serait M. Makongo, mais bizarrement, c'est M. Kroba qui a été entendu. La mairie de Koumassi, c'est-à-dire le premier administrateur, le maire, sur ce coup, a été entendu sur le communiqué du procureur, et M. Kindo Mouni. Mais au-delà de cela, quand on mobilise des gendarmes et des policiers à hauteur de 200 personnes, mais même la direction de la police nationale, doit être entendu. Et je finis, je chute là. Et même on peut remonter, on peut encore aller plus haut. D'accord, au niveau, on peut même déjà. Le ministère. Ouais, le ministère, tout simplement. Le ministère de l'Intérieur. Non, le ministère de l'Intérieur. Monsieur Larondo. Non, mais pourquoi? C'est comme ça, normalement, que ça fonctionne dans un pays. Et nous sommes dans un pays de droit. Effectivement. Voilà. Donc, bon, on attend de voir la suite. Mais non, j'aimerais juste. C'est pas le sujet. Juste 5 secondes. Non, président, je ne peux pas. Non, mais. Je vais nous contenter de répéter la chute de l'intervention de Nsan. On attend de voir la suite. Ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres auditions. Moi, j'attends. Bien sûr, c'est une affaire d'État. Évidemment, quand on mobilise la force publique, donc la violence légitime de l'État, c'est une affaire d'État. Attendons de voir la suite et ne faisons pas de procès a priori. Effectivement, Jean-Yves. Vous voulez réagir dessus? Non, tout a été dit. Je vais pas encore. Je vais faire l'économie de la parole. Ok. Est-ce que mes amis Henri et Amisha veulent réagir? Sinon, on passe au sujet du jour. Khalil, moi, je me réjouis du fait qu'on ait interpellé M. lui, voilà, et que justice soit faite et que chacun puisse retrouver ses droits. C'est tout ce que j'ai à dire. Amisha. Oui, Khalil. Moi, je dis si M. lui a pu avoir accès à l'appartement et les détruits. Est-ce que vous pouvez retirer votre casque? C'est un écho. On ne vous entend pas au niveau de la régie ici. Retirez votre casque et puis peut-être vous allez réagir. Ok. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Allez-y. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Il y a des soucis de connexion. Est-ce qu'on peut régler le son pour Amisha au niveau de la régie? On vous prend au prochain sujet, malheureusement. Désolé, il faut qu'on avance aussi. Monsieur, le sujet du jour, c'était la main tendue de Téné Birahima Ouattara, le vice-premier ministre de la Défense. Est-ce qu'on peut me couper les micros à la régie, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est la déclaration en marge du déplacement en France qu'il effectue actuellement à l'occasion du salon Eurosatori consacré aux industries de la Défense. Le vice-premier ministre de la Défense a affirmé que Abidjan était prête à reprendre sa collaboration sécurité avec Bamako et Ouagadougou. Jean-Yves, est-ce le début d'un réchauffement entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES? Et pourquoi le vice-premier ministre fait cette déclaration alors qu'hier, par exemple, on a vu des attaques à Niamey? Ouais, bon, réchauffement Nous nous excusons pour ces petits problèmes de son. Est-ce qu'on peut essayer de gérer les sons duplex, s'il vous plaît? Jean-Yves, allez-y. Ouais, donc en fait, je disais que parler de réchauffement des relations entre Abidjan et les pays de l'AES, bon, moi je pense que on en a quand même vu ce genre d'action, pas plus tard que, je crois, le 6 décembre 2025, on avait le ministre de la Coopération, Adama Dosso, qui s'était rendu au Burkina, rencontrer son homologue dans ce sens-là. Voilà, donc pour moi, je vais dire que ce sont des actions qui ont toujours existé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir maintenant comment cette main tendue du vice-premier ministre Birahima Ouattara va se matérialiser concrètement. Parce qu'on a vu quand même pas mal d'actions par le passé qui n'ont abouti à rien. Si aujourd'hui on parle de main tendue, peut-être on espère que lors de ces différentes rencontres-là, c'est-à-dire que lors de la rencontre du ministre Birahima Ouattara et du ministre de la Défense, je crois que c'est en 2024 aussi, burkinabé, lors de cette rencontre, il y avait des préoccupations qui avaient été posées. Si aujourd'hui, ils décident de tendre la main, peut-être
il va aussi, je vais dire, lâcher du lest. Donc, il fera certaines concessions, notamment sur plusieurs questions, en ce qui concerne, par exemple, comment on appelle ça, les opposants, pour ne pas dire ceux qui étaient proches du régime Compaoré, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dont, par exemple, le gouvernement burkinabé accusait le gouvernement ivoirien d'être de connivence avec certaines personnalités qui veulent déstabiliser leur régime. Voilà, donc je pense que quelque part, peut-être on aura, je vais dire, un ramollissement de ce genre de ces relations à travers certains actes, mais qui seront vraiment concrets. Peut-être, je le dis. Maintenant, donc moi, je me dis aujourd'hui encore, je suis encore dubitatif parce que, comme je le disais, ce sont des actions qui ont été déjà, bon, ce sont des relations qui, par le passé, ont existé, mais n'ont rien donné. Donc, si aujourd'hui, ils décident de tendre la main, peut-être ça va aboutir à quelque chose concrètement. Ça, c'est sur le plan logistique. Maintenant, sur le plan politique, moi, je pense que, regardez, par exemple, quand le président Ouattara il voulait se représenter pour le 4e mandat, donc le 2e mandat de la 3e République, il a dit que le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Et l'argument clé de ce devoir-là, c'était la question sécuritaire de la sous-région. C'était la question sécuritaire de la sous-région. Donc, il se portait en tant que, c'est-à-dire le garant de cette sécurité-là. Aujourd'hui, on entend beaucoup Téné Béhéma Ouattara comme étant le successeur potentiel du président Ouattara en 2030, si ce dernier ne se présente pas. Donc, je pense que Téné Béhéma Ouattara aussi a pris la mesure de la question. Il se dit que si il se pose aujourd'hui, il se présente à Paris, donc il se présente à l'Élysée comme étant la personne susceptible de garantir la sécurité, cette sécurité sous-régionale-là, peut-être qu'il pourrait potentiellement avoir la légitimité de Paris, donc je vais dire l'aval, pour ne pas dire l'assentiment de Paris, parce que selon certaines indiscrétions plutôt, il semblerait que Paris a ses yeux tournés vers d'autres personnes. Donc moi je pense que vu que Téné Béhéma Ouattara aujourd'hui aspire à diriger cette Côte d'Ivoire-là, donc il veut avoir l'assentiment quelque part de Paris, donc potentiellement, il pourrait aussi se mettre à ce diapason, c'est-à-dire essayer aussi de charmer, donc comme on dit, de faire la danse du vent, donc de charmer Paris, en essayant de se porter comme la personne susceptible de garantir la sécurité sous-régionale. Parce que lorsqu'on regarde, il sort de la rencontre avec le Premier ministre, le connu, et par la suite, il fait cette déclaration. Donc, pour moi, il y a clairement une volonté de Téné Béhéma Ouattara de rassurer au niveau de Paris, de se porter comme étant la personne susceptible de garantir cette stabilité-là pour envisager, je dirais, 2030. Donc, quand on vous écoute, ce n'est pas au nom de la Côte d'Ivoire qu'il a parlé, il a plutôt parlé dans son intérêt. En fait, c'est Téné Béhéma, candidat présidentiel, qui a clairement parlé ainsi. Oui, c'est ça, oui, ça c'est clair. Ça, c'est pas, moi personnellement, c'est comme ça j'analyse la situation. C'est un Téné Béhéma aujourd'hui, Ouattara, qui est en train de faire, je dirais, un lobbying, voilà, pour essayer de rassurer les partenaires internationaux, donc principalement Paris, pour se porter comme étant la personne susceptible de leur garantir cette stabilité. Parce que lorsqu'on regardez par exemple, la question de la stabilité sous-régionale en Afrique de genre, voilà, c'est une question qui tient à cœur à l'Élysée, notamment au président Macron, notamment comment on appelle ça, au Premier ministre le connu, parce qu'il était par le passé ministre des Armées. Lorsque la France a été chassée dans cette sous-région au niveau du Niger, du Burkina et du Mali. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que cet affront dont on parle, on dit que le président Macron, quelque part, il a mal vécu, mais je pense que aussi, le connu aussi est aussi attaché à cette question-là, parce je pense qu'il se dit aussi que c'était un échec en griffe. Je veux dire un échec en griffe. C'était un échec qui a été aussi mal vécu et par le président Macron et par le connu. Donc aujourd'hui, la question de la sécurité, c'est-à-dire de revenir dans cette sous-région, est une question qui tient vraiment à cœur à la France. Donc s'il y a une personnalité qui pourrait garantir cette sécurité, ou ne pas dire ce retour-là, la France sera vraiment partante. Quand on sait que les relations entre Téné Béhéma Ouattara et le connu sont des relations, ils sont vraiment proches. Donc peut-être le connu a dû quelque part donner des billes à Téné Béhéma Ouattara pour lui faire comprendre que s'il veut avoir l'assentiment de la France, il faudrait qu'il essaie de régler cette question. Pour moi, c'est pour cela qu'aujourd'hui, Téné Béhéma Ouattara se porte comme la personne, il tend la main aujourd'hui à l'AES. Donc, c'est une question personnelle, c'est pour ses ambitions. Donc, lui, ses ambitions et les ambitions du parti, donc du RHDP. Je vous informe que votre analyse n'est pas très partagée à ma gauche ici, mais bon, je reste en duplex avec Abisha. Est-ce qu'on a retrouvé Abisha? Parce qu'on n'a pas parlé du premier tour. Est-ce qu'on a retrouvé Abisha, s'il vous plaît? Est-ce qu'il a son son? Oui, ça va. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien, mieux. Allez, je vous laisse réagir à ce sujet. Ok, bon, moi, j'ai dit que cette déclaration, cette demande qui a été effectuée à l'encontre du Burkina Faso, moi, je pense que ça va passer de façon inaperçue parce que le Burkina Faso accuse clairement la Côte d'Ivoire d'être à la base de tout ce qui se passe et que la Côte d'Ivoire, les valeurs locaux se cachent en Côte d'Ivoire. Donc, moi, il faut d'abord mener une action diplomatique avec le Burkina Faso pour les rassurer des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire fait cette demande au Burkina Faso. Parce que le Premier ministre, Téné Béhéma, avait déjà appelé le Burkina Faso à mener des actions, des opérations conjointes à la frontière
une demande que le Burkina Faso n'a pas validée. Donc, pour moi, ça reste vraiment, voilà, la Côte d'Ivoire est disponible, mais le Burkina Faso n'est pas rassuré quant à la position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de tout ce qui se passe dans la sous-région, surtout auprès de l'AES. D'autant plus que quand on prend les forces étrangères, elles sont actuellement beaucoup. Voilà, l'armée française est en Côte d'Ivoire, même si on dit que l'armée française est partie, on sait que l'armée française est en Côte d'Ivoire. L'armée américaine est en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, ça reste vraiment une démarche qui a été lancée par la Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas que le Burkina Faso va saisir la main de la Côte d'Ivoire. Alors, en fait, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Jean-Yves et je partage un petit peu en partie l'analyse d'Amichia. Pourquoi? En fait, ce que les gens oublient, cette déclaration ne m'étonne pas. C'est une conséquence des différentes visites de M. Romuald Ouadani. En fait, d'accord, le président du Bénin. Il a fait une tournée à Niamey. Déjà, lors de son investiture, des représentants des pays de l'AES y étaient. En retour, il a fait le tour dans les pays de l'AES. Il a consulté tous les pays de l'AES. Il est venu aussi à Abidjan. Il a rencontré M. Ouattara. À la suite de cette rencontre, il y a des opérations conjointes militaires qui ont été faites, d'accord, entre Cotonou et Niamey. Il y a même eu une opération. Et je complète votre réflexion, vous me permettez, c'est Cotonou qui a réagi, le seul État, connaissance aux attaques à Niamey aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi l'Algérie qui a fait une déclaration. Mais je veux dire, Cotonou a réouvert au niveau du flux frontalier entre les frontières, entre le Niger et Cotonou, bien évidemment, mais ils ont aussi des opérations mixtes maritimes, conjointes, militaires que j'ai eu à voir hier. D'accord? Donc, il y a des choses qui se mettent en place. N'oubliez pas aussi que la Mauritanie a dépêché un émissaire, et je crois que c'est le ministre même de la Défense mauritanien qui allait à Bamako il y a 2 jours. Il y a aussi la France qui a lancé une initiative pour négocier la reprise des vols entre Paris et Bamako. Avec Air France. Avec Air France, mais le lobbying qui n'a pas abouti. Voilà, hier, il y a eu un refus. En fait, il faut savoir qu'actuellement, bon, il y a eu Macron même aussi qui était à Nairobi, qui a dit qu'avec les pays de l'AES, il n'y avait pas forcément... Il faut les respecter. Voilà, il faut les respecter. Voilà, donc, il faut savoir qu'actuellement, il y a une opération, d'accord, de sorte de rabibochage ou de trucs, mais menée en sourdine par Romuald Ouadani. D'accord? Et il faut savoir que Ouattara n'est pas forcément hermétiquement fermé vis-à-vis des pays de l'AES. Mais les pays de l'AES ne veulent pas, d'accord, de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Quand les gens disent la Côte d'Ivoire tend la main. C'est une question que j'avais pour vous en plus. Oui, la Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas d'accord avec quoi au juste? Non, mais laisse-moi parler. Allez-y, terminez. Voilà. Je vais te dire, en fait, tu as évoqué un lobbying. D'accord, de son ambition personnelle voilà. C'est pas une ambition personnelle de Télé-Birahima Ouattara. Ce n'est pas une ambition personnelle. En fait, je dis, c'est une résultante, d'accord, de la France d'abord en amont et officieusement, tu as Ouadani qui a fait un peu le VRP dans ces différents pays. L'ambition, c'est qu'aujourd'hui, Paris souhaite, d'accord, rentrer véritablement en contact avec les pays de l'AES. En fait, il y a une forme d'adoucissement que Macron veut à la fin de son mandat. C'est-à-dire qu'ils ont croisé le fer pendant un moment, mais il y a une forme d'adoucissement, d'accord, qui veut être mise en place. Mais il y a la CEDEAO, il y a ces pays-là qui sont sur le terrain, et il est préférable que Paris ne soit pas vu en premier lieu. Pardon, mais enfin, derrière, il est aussi ministre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'intérêt pour la Côte d'Ivoire derrière de se rapprocher de l'AES. Alors, parce que par la Côte d'Ivoire, ça fait des actes. Le fait de se rapprocher de l'AES ne dépend pas forcément. Quand tu vas négocier avec quelqu'un, ce n'est pas ton désirata seulement qu'il faut prendre en compte. Il y a le désirata de l'autre. Les pays de l'AES actuellement ne sont pas dans une dynamique, d'accord, de vouloir reprendre même leurs liens avec la Côte d'Ivoire. Il y a un moment où la Côte d'Ivoire était indispensable dans leur process. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne rentre pas même dans leur process. Ils n'ont pas forcément besoin aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. À l'époque, il y avait le port d'Abidjan qui était assez attractif pour les pays de l'AES. Mais le port d'Abidjan n'est pas seulement sur un volet économique, il est aussi sur un volet sécuritaire. Les pays de l'AES, ils se disent, même s'ils font venir leurs marchandises, est-ce qu'ils ont véritablement confiance en la Côte d'Ivoire? Ils préfèrent aujourd'hui optimiser des destinations, même si des destinations telles que Lomé, d'accord, ou même Accra. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette confiance qu'il y avait entre la Côte d'Ivoire et le... C'est le mot qu'elle a fait, effectivement. La confiance est tellement rompue. Et je reviens sur un élément que Jean-Yves a dit en parlant du ministre Dosso. Mais quand le ministre Dosso part, ce n'est pas pour des raisons sécuritaires. Quand le ministre de l'intégration africaine. Oui, quand le ministre Dosso part. Quand il part, je crois même qu'il est parti à Bamako. Quand il revient une semaine après, la Côte d'Ivoire sort un accord économique, d'accord, qui donne l'avantage aux pays de l'AES pour qu'ils puissent faire venir leurs marchandises par le port d'Abidjan. En fait, ce n'est pas un accord qui est bilatéral, ce n'est pas un accord d'accord tacite entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand les pays de l'AES, eux, ils ont leur... On va dire les pays de l'AES ont leur loi,
D'accord? Mais l'accord n'est pas bilatéral. C'est-à-dire c'est un accord qui favorise les pays de l'AES de telle sorte qu'ils puissent faire venir leurs marchandises de la Côte d'Ivoire. Donc tu vois que la Côte d'Ivoire fait du lobbying. Mais ces pays-là aujourd'hui... Ce n'est plus un accord, parce qu'un accord, c'est deux personnes. Oui, si vous voulez. Mais de toute façon, mais ce n'est pas un accord, je dis bilatéral. D'accord? Un accord peut pas être... On va surfer sur la thèse Insan. C'est la fameuse suppression de visa. C'est la fameuse suppression de visa douaniers. Attendez. Non, en fait, on ne pourra pas... C'est la fameuse suppression de visa douaniers. Quand on fait un accord, d'accord, c'est-à-dire qu'on accepte. Ces pays ont accepté. Mais il n'y a pas d'accord de rapport synalagmatique. C'est-à-dire que l'avantage que les pays de l'AES ont, les Ivoiriens n'ont pas vis-à-vis de ces pays. Très bien. Revenons sur Téné Birima Ouattara. C'est très important. Parce que vous vous dites, au fond, c'est juste une commande de l'Élysée. Donc, ce n'est pas un homme qui a... Jean, il parlait d'une question de rassurer un peu Paris via son destin présidentiel. Vous dites que non, il fait juste le travail de Paris dans la propriété de Ouadani. En fait, j'ai cité Ouadani. Bah voilà. D'accord, j'ai cité Ouadani principalement. D'accord, ok. J'ai cité Ouadani principalement, qui est l'acteur. Oui. Mais j'ai évoqué aussi la fin du mandat de M. Macron. On sait que les pays de l'AES, pendant ces dernières années... c'est une obsession pour lui de retrouver l'AES Bien sûr, ça fait partie, c'est normal. Parce qu'on sait que le fait que ces pays-là soient quittés, on va dire, en partie du giron français, tout le monde l'évoque. Et donc, c'est une réalité. Aujourd'hui, la francophonie, elle perd, d'accord, dans ces pays-là, en termes de... Supplément de l'OIF, il faut le dire. Elle perd en termes même déjà de réalisme politique et surtout de zone aussi de prédilection de l'espace français. Bon, je vais pas c'est un débat très intéressant en tout cas. Merci beaucoup Norbert, allez-y, vous qui êtes le français de ce plateau. Justement, je vais vous parler d'un bouquin français. Vous vous souvenez du bouquin de nos confrères Davé et l'Homme, un président ne devrait pas dire ça. Si je voulais le paraphraser, je dirais qu'un vice-premier ministre ivoirien ne devrait pas dire ça à Paris. Sans de la défense. À Paris. Vous vous rendez compte? Quel message, c'est l'endroit d'où le message est parti, quel message adressé à 3 pays, enfin à 2 en tout cas, 2 des 3, qui ont défroqué, qui ont coupé leur lien avec la France, alors que Macron n'a de cesse que de vouloir récupérer ces pays. Enfin, il n'y a pas si longtemps qu'on nous disait que des supplétifs ukrainiens francophones avaient aidé une offensive djihadiste concertée sur le Mali, et des anciens de la Légion étrangère. Et Téné Birahima Ouattara vient de dire ça, vient tendre cette main depuis Paris. Franchement, j'aurais été son communicant, j'aurais dit non, monsieur le vice-premier ministre, rentrez à Abidjan et faites votre message là-bas, et ça changeait tout. Hein. C'est tout ce que j'ai ajouté. Jean-Paul Leroux, raconte-toi. Pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Ah bon? Oui, on a un salon sur les questions sécuritaires dans le monde. Et aujourd'hui, l'un des points focaux de la question sécuritaire dans le monde, c'est la zone du Sahel. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et cette zone est le terrain d'un certain nombre je pourrais dire, de jeux d'influence entre les puissances de ce monde, les puissances occidentales et les puissances, je pourrais dire, russes. Donc, la France, en tant que puissance occidentale, essaie de revenir dans cette zone sahélienne. On a vu avec le Tchad, ils se sont rabibochés. Aujourd'hui... Très bonne relation avec la Mauritanie aussi. Oui, on pensait que les pays de l'AES n'allaient plus parler avec les pays de la CEDEAO, mais bien au contraire, on a vu le Ghana. Tout le monde connaissait le Togo, le Togo et Fort, qui sont AES compatibles. Après ça, on a vu le Ghana, aujourd'hui le Bénin. Voilà une réalité. Le président Ouattara, lors de sa cérémonie d'investiture, dit clairement la Côte d'Ivoire, ennemie de personne, amie de tout le monde. Il y a une dynamique dans cette région qui est enclenchée. Tout le monde veut reprendre langue avec ces pays de l'AES, Bamako, Ouagadougou et Niamey. Tout le monde veut reprendre langue avec eux. Principalement l'ancienne métropole, la France. Ah oui. Mais il faudra reconnaître aussi que certains pays, moi par exemple le Ghana, je ne vois pas le Ghana en train de s'opposer en termes de vassal de la France, voilà. Donc, ou le Togo, quand on sait que le Togo est très avancé. Et le Nigeria surtout, avec les lettres très fortes, le président Tinubu, le président Macron, on n'en parle pas beaucoup. Oui, le Nigeria. Les chasseurs qui ont décollé depuis Abuja pour défendre le président. C'est clair. Donc aujourd'hui, tout le monde, nous sommes tous d'accord sur ce plateau que c'est la France qui veut se rabibocher avec les pays de l'AES. Qui veut les récupérer. Ah ouais? Bon, chacun utilise les mots qui lui conviennent. Rabibocher, non, les récupérer. Moi, j'utilise les mots qui me conviennent. Mais la France ne reconnaît pas les putschistes qui dirigent les gens. Terminé, président, terminé. Ok. Donc la France veut se rabibocher, elle utilise les moyens qu'elle peut. Ça marchera. Le vice-premier ministre, c'est un moyen aussi. Ou ça ne marchera pas. Voilà où je suis d'accord avec Norbert. Qu'on a un certain nombre de responsabilités, ce type de déclaration se fait à Abidjan. sur son territoire à Abidjan.
Surtout que c'est depuis Abidjan que le président Alassane Ouattara a dit qu'il est l'ami de tout le monde. Donc quand on regarde ce genre de choses, je comprends Jean-Yves quand il dit que c'est une logique liée à ses ambitions, mais je trouve que c'est un peu léger dans la mesure où Tené Birahima Ouattara ne peut pas s'autoriser. C'est vrai, tout le monde dit il est ami avec le Cornu, on connaît les relations internationales, il n'y a pas amitié qui tient. Si, président, j'étais ministre des Armées à l'époque. Non, laissons ça là. Laissons ça là. Ah, d'accord. La vraie réalité là, c'est les intérêts de la France. Est-ce que dans les intérêts de la France là, il y a les intérêts de la Côte d'Ivoire dedans? Il y a une réalité aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a une réalité aussi qu'il faut prendre en compte, c'est celle-ci. Est-ce que la question de la menace djihadiste n'existe pas aujourd'hui dans cette sous-région? Et je vous renvoie une question dessus. Je vais finir. Ça existe. Mais on ne peut pas régler cette question ou tenter de trouver des solutions sans ces trois pays-là qui sont essentiellement concernés. Pour nous, les pays je dirais, subsahariens, je le dis également, ces pays constituent une digue. Le Mali, le Burkina, le Niger constituent une digue. Si cette digue-là lâche, les djihadistes descendent dans les pays de la Côte d'Ivoire. C'était ma question d'après. Mais quel est l'intérêt? Lancine, allez-y. Bon, moi, je pense que... Donc, je finis pour chuter. Je chute. Président, ça veut déjà finir? Non,